Le 30 avril 1945, une simple balle tirée depuis un bunker va marquer la fin imminente de la Seconde Guerre mondiale. Mais sur les cendres de l'Europe, un nouveau conflit émerge, la guerre froide. Pendant près de la moitié restante du XXe siècle, le monde est coupé en deux. L'URSS communiste versus les pays capitalistes occidentaux menés par les États-Unis. D'ailleurs, le rôle de l'oncle Sam est évident, stopper l'expansion des idées de gauche et du communisme sur le globe. Mais cette lutte idéologique est en réalité l'alibi parfait pour masquer les réelles intentions des États-Unis. Les intentions de conserver la domination des multinationales américaines à travers le globe. La situation de la guerre froide permet aux États-Unis de classer comme communiste tout gouvernement qui tente de reprendre le contrôle de ses propres ressources en s'opposant à l'emprise économique américaine. Cette suprématie s'applique encore plus durement sur leur propre continent. C'est ce qui a été nommé la doctrine Monroe. Un principe créé par les États-Unis qui élève les États-Unis au rang de gendarmes veillant sur tout le continent américain. Washington s'octroie la légitimité d'intervenir et de déclencher des coups d'État chez tous ses voisins qui menacent, ne serait-ce qu'un tant soit peu, les intérêts des entreprises américaines. Et cela a eu des conséquences très concrètes, comme au Guatemala. Certains pays possèdent des entreprises, mais dans le cas du Guatemala, c'est une entreprise états-unienne qui possède le pays. La United Fruit Company détient un quasi-monopole des terres agricoles guatémaliennes. Et le plus fou, c'est que plus de 80% des terres guatémaliennes possédées par l'entreprise ne sont même pas utilisées. Elles sont vierges, alors qu'elles pourraient servir à nourrir le peuple, qui est très souvent menacé par la famine. Mais non, pour garder le monopole et conserver des prix hauts, l'entreprise de fruits n'utilise que moins de 20% de ses terres détenues. Un jour, le peuple a donc naturellement élu un président du nom de Jacobo Arbenz, qui a arrêté les bêtises et a forcé l'entreprise dominante à vendre toutes les terres agricoles non utilisées dans le but de les redistribuer aux paysans, pour que ces derniers aient simplement de quoi manger. Cette simple action va suffire à justifier un coup d'état de la CIA contre ce président, ayant osé interférer avec les affaires américaines. En 1954, Jacobo Arbenz est chassé du pouvoir guatémalien au profit du colonel Castillo Armas, qui va par la suite rendre les terres et tous les privilèges à la United Fruit Company, avec un régime encore plus autoritaire que les précédents, condamnant le peuple à une famine et pauvreté prolongée. Le message est clair, soit tu coopères avec l'Empire, soit l'Empire te remplace par quelqu'un qui coopère. Cette domination états-unienne va atteindre son paroxysme au moment où le plus grand rival de Washington, l'URSS, s'effondre en 1991. La presse du pays s'enflamme, car avec l'URSS, ils pensent que c'est l'idéologie même du communisme qui s'effondre. C'est la victoire du capitalisme, l'hégémonie éternelle des États-Unis. Certains philosophes américains parlent même de fin de l'histoire. La chute de l'URSS aurait prouvé au monde que l'humanité aurait enfin trouvé son idéologie finale et indépassable dans le capitalisme libéral. Pourtant, malgré cet impérialisme agressif de la désormais seule superpuissance états-unienne, un pays, que l'on pourrait presque voir depuis les côtes de la Floride, un voisin des États-Unis, est resté authentiquement communiste depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui. Cuba, sous le régime de Fidel Castro, pourrait en effet être considéré comme le plus grand échec américain. C'est pas faute d'avoir essayé. L'île a résisté à une invasion et son dirigeant, Fidel Castro, a tenu bon face à une estimation de 638 tentatives d'assassinat. Mais alors comment cette petite île tropicale isolée a-t-elle pu repousser un adversaire comme Washington, malgré ce rapport de force totalement disproportionné? Pour comprendre la situation à Cuba, il faut remonter le temps jusqu'à l'indépendance du pays, la vraie indépendance, celle de 1959, quand l'armée de Fidel Castro mène une révolution face à l'ancien dictateur Batista. Aussitôt arrivé au pouvoir, le nouveau dirigeant va enchaîner les réformes pour améliorer le niveau de vie du peuple. Des loyers moins chers, la gratuité de la santé et de l'éducation. En 1959, sous Batista, un habitant sur 4 de l'île était analphabète. En 1960, sous Castro, le taux d'analphabétisation est passé à 4%. Le peuple cubain doit être content de toutes ces nouvelles mesures. Mais s'il y a bien quelqu'un, mais à qui ça ne plaît absolument pas, c'est bien le président américain. Tu te souviens de la United Fruit Company? L'entreprise était également présente à Cuba, et possédait là aussi une partie non négligeable des terres agricoles du pays. Alors, à l'instar du dernier président guatémalien, Castro va lui aussi exproprier l'entreprise de ses terres agricoles non utilisées. Et comme indemnité, il donnera des bons d'achat de la République de Cuba, qui rembourseront la valeur des terres
dans une vingtaine d'années. Forcément, toucher aux entreprises américaines déclenche presque immédiatement une procédure de renversement du gouvernement à la CIA. Le comble, c'est que Washington avait encouragé Fidel Castro à renverser Batista. L'ancien dictateur était perçu comme incontrôlable et trop ouvertement cruel, tandis que Castro donnait la réputation d'un nationaliste modéré qui serait facilement corruptible une fois arrivé au pouvoir. Sauf que toutes les tentatives de corruption ont échoué. Fidel Castro s'avère être bien plus incontrôlable que Batista et va s'empresser de rendre les ressources de l'île au peuple cubain plutôt que de les laisser aux entreprises américaines. À partir de ces premières réformes, ça y est, l'hostilité est lancée, et une sorte de match de ping-pong diplomatique va se mettre en place entre Cuba et les États-Unis. En réponse aux dégâts économiques subis, l'administration de Washington va faire pression financièrement sur l'île afin de commencer à l'isoler et réduire les aides qu'elle reçoit. En réponse à cette réponse, Cuba va se rapprocher du rival de l'Empire, l'URSS, en signant des accords commerciaux, sucre cubain contre pétrole soviétique. Sauf qu'une fois le pétrole présent sur l'île, il faut le raffiner. Et je vous le donne dans le mille, les raffineries présentes à Cuba sont possédées par des sociétés états-uniennes, qui vont donc, après que la Maison Blanche y ait passé un coup de fil, refuser de traiter ce pétrole soviétique. Afin que cet accord commercial n'ait pas été signé pour rien, Castro va simplement envoyer l'armée saisir les raffineries de l'île pour les utiliser de force. Avec comme compensation ces fameux bons d'achat de la République de Cuba, que l'entreprise qui possédait les raffineries va juger inacceptable. Après un tel affront, les États-Unis vont réduire drastiquement leur importation en sucre cubain. Ce n'est pas vraiment avantageux pour les deux, mais là où l'un devra simplement trouver un autre moyen de se procurer du sucre, l'autre est menacé d'une immense crise économique, car le sucre représente l'essentiel des exportations cubaines. Cela va de nouveau réouvrir le dialogue avec l'URSS, à qui Cuba va exporter tout le sucre initialement destiné aux États-Unis. D'ailleurs, maintenant que les relations avec la Maison Blanche sont foutues pour de bon, Castro va donner son clou du spectacle en nationalisant la moindre petite entreprise américaine présente sur l'île, pour la mettre au service de l'État cubain et non plus aux capitalistes américains. La réponse finale à ce match provient de Washington, avec leur fameux embargo imposé à Cuba. Plus aucun produit américain ne sera désormais livré à l'île, et l'île ne pourra plus rien exporter aux États-Unis. Mais bien sûr, ça serait naïf de penser que Washington va en rester là avec un simple embargo. En 1961, un an seulement après la détérioration de la relation entre les deux pays, une invasion, commanditée par la CIA visant à renverser le gouvernement cubain, va avoir lieu. Le truc, c'est que l'armée américaine, bien que surpuissante, ne peut pas directement envahir Cuba. Si les États-Unis révèlent explicitement leur implication dans le renversement d'un gouvernement souverain, Washington perdra toute sa crédibilité à parler de démocratie et de liberté, d'autant plus que ça donnera à l'URSS une justification d'envahir Berlin-Ouest en représailles. Pour faire passer ce coup d'État en une révolte authentique de certains habitants du pays, la CIA recrute plus d'1 millier d'exilés cubains, environ 1400, les équipe avec du matériel de pointe, les entraîne dans des conditions réelles, puis va finalement les faire embarquer en direction de Cuba. Le but de cette brigade n'est évidemment pas de renverser Castro à elle toute seule. Elle devra simplement débarquer sur la plage, prendre le contrôle d'une petite partie du territoire cubain, puis s'autoproclamer comme gouvernement légitime de Cuba. De cette manière, ce nouveau gouvernement rafistolé pourra appeler à l'aide les États-Unis, qui auront enfin une raison légale de déchaîner leur puissance militaire sur Fidel Castro. La brigade va débarquer sur la baie des Cochons, une plage magnifique. Et en seulement 72 heures, l'intégralité des soldats de la brigade seront soit morts, soit prisonniers. Un immense raté pour la CIA, pourtant réputée pour ses nombreux coups d'État. Ce que l'agence n'avait pas prévu, c'était l'immense soutien du peuple et de l'armée envers Castro. L'agence pensait qu'une fois le débarquement effectué, une à minima petite portion de l'armée cubaine comme des opposants allait se révolter et déstabiliser le reste des forces de Castro, ce qui laissera le temps à la brigade de former ce nouveau gouvernement. Mais non, Fidel était parfaitement organisé et les soldats parfaitement loyaux. Pour bien marquer le coup, Castro va déclarer juste après l'épisode de la baie des Cochons qu'il est marxiste-léniniste et qu'il le sera jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est à cet instant que Cuba devient officiellement un régime communiste. Son objectif est de concrétiser une alliance militaire avec l'URSS,
afin de dissuader toute nouvelle tentative d'invasion des États-Unis. Et du côté soviétique, ont-ils envie d'une alliance avec Cuba? Au début des années 60, eux aussi sont particulièrement en colère contre les États-Unis, car à ce moment-là, des missiles balistiques nucléaires de l'OTAN viennent d'être installés en Turquie, pointant tout droit vers Moscou. L'URSS a un pistolet collé sur la tempe. À la moindre connerie, la Russie peut être rayée de la carte en quelques heures. Bref, les deux pays ont exactement trouvé leur partenaire idéal. Cuba va devenir une forteresse protégée par les technologies soviétiques, et comme l'île se trouve à 150 km des États-Unis, l'URSS va y installer des missiles balistiques nucléaires. Quitte à ne pas pouvoir enlever son énorme épée de Damoclès, autant faire en sorte que son adversaire en ait une aussi. Et évidemment, quand un avion de repérage américain va prendre en photo des rampes de lancement de missiles nucléaires en direction de Washington, New York ou Miami, une grosse goutte de sueur va traverser la nation. Et de nouvelles tensions vont avoir lieu car le président Kennedy impose cette fois une quarantaine à Cuba. C'est-à-dire que tous les navires s'approchant de l'île devront être stoppés et fouillés. Sauf que les bateaux concernés sont exclusivement russes. Cette fois, les États-Unis s'attaquent directement à l'URSS, une puissance militaire capable de riposter et de faire aussi pression. Cette période de tension extrême entre les deux plus grosses puissances mondiales sera appelée la crise des missiles. Et ce sujet mériterait une vidéo entière à tel point son déroulé est fou. Pour faire court, l'humanité n'a jamais été aussi proche de l'extinction qu'au point culminant de cette crise des missiles. Et ce, de par un sous-marin soviétique enfoui aux alentours de Cuba. Pour résumer la situation simplement, en premier, ce sous-marin possède des ogives nucléaires. En deuxième, il est si profond dans l'eau qu'il ne capte plus aucun signal radio de qui que ce soit. L'équipage est complètement isolé. En troisième, ils sont repérés et directement frappés par des grenades sous-marines américaines. Ces grenades sont tirées dans le but d'indiquer au sous-marin de faire surface. Mais du point de vue du sous-marin, le système de climatisation est cassé, il fait 50 degrés à l'intérieur, les soldats manquent cruellement d'oxygène, et maintenant ils subissent des frappes qui certes ne détruisent pas l'engin, mais commencent à l'endommager. Ces conditions uniques vont amener l'équipage à penser que la Troisième Guerre mondiale a peut-être déjà commencé. L'ordre est alors lancé par le commandant de préparer la torpille nucléaire. Tout l'équipage est d'accord. Sauf une personne, le chef d'état-major. Lui a compris que ces tirs américains n'ont pas pour but de détruire le sous-marin, car si c'était le cas, il l'aurait déjà fait. Alors, il va s'opposer au lancement de la torpille nucléaire. Et comme c'est le chef d'état-major, aucun ordre de cette ampleur ne peut être validé sans son accord. Le sous-marin va finalement refaire surface quelques jours après, et constater qu'effectivement, non, la Troisième Guerre mondiale n'a pas commencé. Le truc de fou, et je pense qu'on peut appeler ça comme ça, c'est que si ce chef d'état-major n'avait pas été présent à bord de ce sous-marin, mais à bord d'un autre engin, bah il y aurait eu personne pour s'opposer au lancement de cette torpille nucléaire, qui aurait finalement été tirée, tout droit, vers l'armée américaine. Qui sait ce qu'il se serait passé ensuite? Voyant que la situation devenait dangereusement hors de contrôle, un accord est rapidement trouvé entre l'URSS et les États-Unis pour mettre fin à ce qui aurait pu provoquer la fin du monde. Les États-Unis promettent publiquement de ne jamais envahir Cuba et retirent discrètement leurs missiles de Turquie, tandis que les soviétiques retirent tout leur arsenal nucléaire de Cuba. Alors oui, la baie des cochons est à ce jour la dernière invasion orchestrée par les États-Unis contre Cuba. C'est pas pour autant que la CIA a clôturé le dossier Castro, bien au contraire. Car toutes les futures opérations auront purement et simplement le but de le tuer. Le chiffre intéressant et quand même assez fou quand on se rend réellement compte de ce qu'il signifie, c'est 638. Au total, Castro aurait survécu à 638 tentatives d'assassinat, que ça soit par la CIA ou d'autres groupuscules. On parle quand même de la CIA, l'agence qui a réussi à plonger un continent entier, l'Amérique latine, dans un chaos dictatorial autoritaire, pourtant impuissante, face au chef d'État d'une île qui, de par sa position, semble être à la merci des États-Unis. Un tel acharnement envers Fidel Castro a poussé les assassins dans des techniques presque dignes des Looney Tunes. Ils ont par exemple eu l'idée d'un coquillage explosif, qui serait disposé dans le lieu de plongée préféré de Castro. Le coquillage serait peint d'une couleur fluorescente, et quand Fidel le ramassera par curiosité, il explosera. Le projet a été abandonné après des tests en laboratoire, car trop imprévisible. Le fait que le chef d'État cubain aime l'exploration aquatique va inspirer d'autres stratagèmes, comme une combinaison de plongée
infestée de champignons invisibles mortels. Pour la transmettre à Castro, la CIA passe par l'intermédiaire d'un avocat travaillant à Cuba, qui offrira cette combinaison au chef d'État. Histoire que le plan reste discret, l'avocat lui-même n'est pas au courant que la combinaison qu'on vient de lui donner est en fait une arme bactériologique. Le hasard de l'histoire fit en sorte que le style de la combinaison n'a visuellement pas plu à l'avocat, qui la jugeait trop bon marché pour un chef d'État. Donc, avec son propre argent, il a acheté puis offert une autre combinaison, signant l'échec de cette tentative. Le poison aussi va inspirer la CIA, qui aura fait l'effort d'imaginer une multitude de manières insolites d'empoisonner Castro. Des cigares infectés au botox, une toxine si violente qu'un simple contact avec les lèvres suffit pour tuer, des pilules de poison dans un milkshake, des mouchoirs bactériologiques, un stylo contenant une minuscule aiguille injectant du venin mortel au contact. Ces projets criminels de la CIA vont surtout avoir lieu à la suite de la crise des missiles, jusqu'en 1980, où une loi du Congrès américain interdit à l'agence les assassinats politiques. Les prochaines tentatives d'attentats contre Castro seront menées par des groupuscules extrémistes d'exilés cubains qui seront quand même plus ou moins financés et protégés par les États-Unis. Mais bon, quand on a l'expérience de Castro à résister aux tentatives de meurtre, on est plutôt confiant. C'est cette confiance qui va choquer le monde en 1979. Alors que Castro doit se rendre au fameux pays des hommes libres que sont les États-Unis, pour y prononcer un discours devant l'ONU, il est interviewé dans son avion par un journaliste américain, qui va lui demander si quand même le dirigeant cubain a un gilet pare-balles sous sa veste. Car pour rappel, il se rend dans le pays dont l'organisation de renseignement a imaginé plus d'une centaine manières de le tuer. Finalement, il n'aura fallu qu'une seule tentative à la vieillesse pour venir à bout de Castro en 2016. L'homme qui a été le plus traqué par l'un des meilleurs services de renseignement du monde, l'ennemi de 10 présidents américains, mort de vieillesse. Un ancien ambassadeur des États-Unis affecté à Cuba résuma bien la situation en une phrase. Cuba semble avoir sur les administrations américaines le même effet que la pleine lune sur les loups-garous.